Auditrices et auditeurs, soyez les bienvenus sur Radio Victoire à l'heure de Rétro 7, une émission qui passe en revue l'actualité de la semaine accompagnée d'un ou de plusieurs invités. Ce samedi, j'ai le plaisir de recevoir une invitée. Son nom, Maryse Kouachi, maître de conférence. Madame Kouachi est une universitaire qui a passé presque 4 décennies à former des étudiantes et étudiants à l'université de Lomé. Elle est cofondatrice de l'association Le Rameau de GC, connue pour son engagement citoyen et qui soufflera ses 30 bougies en décembre prochain. Le Rameau de GC, bien sûr, pas Maryse qui, elle est aussi membre fondatrice et l'une des porte-paroles du mouvement Force Vive Espérance pour le Togo, une organisation de la société civile. Enfin, notre invitée est également membre fondatrice de la Ligue togolaise des droits de l'homme. L'engagement citoyen, les décisions issues de la session spéciale du CNDS, la réactivation des mesures contraignantes relatives à la Covid-19, avec la fermeture, une nouvelle fois, des lieux de culte, la démocratie en Afrique avec le renversement d'Alpha Condé par un coup d'État militaire en Guinée, l'incestueuse coalition entre le président gambien Adama Barrow et le parti de son prédécesseur Yahya Jammeh, et les 20 ans des attentats de New York, si nous en avons le temps. Voilà donc les sujets qui sont au menu de cet entretien. Madame Kouachi, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous donc pour cette émission. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je vous en prie. En dehors des chroniques que vous publiez régulièrement dans certains journaux de la place, vous vous étiez rappelé tout récemment au bon souvenir des Togolais à travers 2 journées de réflexion organisées par l'association Le Rameau de GC. Avant d'en venir au contenu de ces journées de partage, dites-moi un mot sur le Rameau de GC dont vous êtes un membre fondateur. Alors, dans quel contexte avez-vous été amené à le créer et pour quel objectif? L'association Le Rameau de GC a voulu rassemble donc des personnes qui travaillent dans le domaine de la culture. Mais la culture comprise non pas comme le théâtre, la musique seulement, mais la culture comprise comme les rapports que toutes personnes ont avec tout ce qui les entoure, tout ce qu'ils vivent, donc avec ce qui est physique, ce qui est social et tout. Et donc, ces rapports qu'on a avec ce qui nous entoure vont induire nos comportements, nos choix, nos conduites. Et pourquoi avoir voulu travailler sur la culture ? L'association a été créée en 1991, c'est-à-dire tout de suite après la conférence nationale. Vous savez que j'ai participé à cette conférence nationale de près puisque j'étais membre du présidium. Voilà. Et qu'à la fin, je me suis rendu compte qu'il ne suffisait pas, je ne dois pas dire nous nous sommes rendus compte qu'il ne suffit pas de changer de régime pour que les choses changent au Togo. Il faut qu'il y ait des changements de comportement, des changements de mentalité. Et donc, il faut qu'il y ait des changements dans la culture quotidienne des gens, dans la façon dont ils voient le monde et tout. Et c'est pour ça que nous avons créé l'association Le Rameau de GC en décembre 1991. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Le Rameau de GC ? Il y a des gens qui ont cru que c'était un groupe de prière ou des choses comme ça, mais non, c'est pour faire référence à un texte qui est dans le livre d'Isaïe, au chapitre 11, et qui montre une société où le loup est avec le chevreau, la vache avec l'ours, etc. C'est-à-dire normalement des individus qui ne doivent pas vivre ensemble, mais qui arrivent à vivre ensemble. À s'accepter. Voilà. Et donc, l'objectif du Rameau de GC, c'est d'œuvrer pour que cette société de l'harmonie dans les différences puisse advenir. Ça veut dire que vous avez compris, vous avez fait le constat à l'époque que ce n'était pas le cas vraiment entre les Togolais. Non, ce n'était pas le cas. Et donc, au lieu d'aller vers un parti politique, etc., ce n'était pas du tout notre but. Nous avons pensé que c'était aux personnes d'abord de changer, d'avoir une autre culture après les longues années de régime autocratique que nous avions vécues. Et donc, depuis cette époque, nous avons des publications papier, nous faisons des conférences, des rencontres, etc. Et nous continuons depuis donc 30 ans à faire ces conférences. C'est dans le cadre de ces conférences que nous avons
fait les journées de réflexion. Voilà, alors, le rameau de GC, vous l'avez dit, donc, va boucler ses 30 ans d'existence en décembre prochain. Alors, ressentez-vous, voyez-vous les fruits de vos efforts? Si oui, sous quelle forme se présentent-ils ces fruits-là aujourd'hui? Les fruits, Tout ce parcours de 30 ans, oui. Le premier fruit des efforts, c'est que nous continuons à exister. Ça n'a pas été facile parce que nous avons voulu être indépendants et ne travailler qu'avec nos propres moyens, spécialement moyens financiers. Les moyens humains aussi manquent puisque l'engagement justement est le problème du Togo. Mais nous existons et nous pouvons fêter 30 ans. C'est une victoire. Oui. Et les changements que vous espériez, est-ce que vous voyez quelque chose dans ce sens-là aujourd'hui? Bon, les changements, à la taille d'une société, un changement ne se mesure pas en 30 ans. Oui. À la taille des individus, des personnes ont reçu le message et l'ont intégré et vivent avec nous et continuent avec nous. Et il y a des personnes qui sont du rameau, il y en a qui sont à côté, mais qui reconnaissent une certaine valeur au point de vue du rameau. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons dire que nous avons recueilli les fruits, même s'il s'est passé 30 ans. Voilà. Alors, j'évoquais en termes de cet entretien les journées de réflexion organisées par le rameau de GC les 19 et 20 août dernier. Parmi les questions que vous vous étiez posées, sur lesquelles vous avez réfléchi, il y avait celle-ci et que je vous repose. En Afrique, une réconciliation est-elle possible entre les stratégies des hommes politiques et celles de la société civile? Et pourquoi d'abord ce questionnement et quelle est votre réponse pour ceux qui nous écoutent en ce moment? Ce qui nous préoccupe, je vous l'ai dit, c'est la société où on accepte les différences dans une certaine harmonie. Et donc, où au-delà des contrastes, au-delà des clivages, qu'on puisse converger, qu'on puisse faire converger les points de vue autour de valeurs communes. Et donc, c'est ça ce qui explique le thème des journées de réflexion. Nous avons voulu rassembler un certain nombre de personnes pour réfléchir sur la possibilité de convergence pour aller vers une solution à la crise qui perdure depuis des années au Togo. Tout le monde sait qu'il y a une crise, tout le monde sait qu'il y a une sorte de blocage puisqu'il n'y a pas de proposition d'un côté comme de l'autre. Et donc, nous pensons qu'il faut, une fois que vous n'avez pas de solution, il faut changer la question qu'on se pose. Et la question qu'on se pose, c'est de se dire, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Sur quelle base et comment? Et voilà ce qui a fait que nous avons commencé à réfléchir. Donc, nous avons commencé il y a longtemps, plus spécifiquement depuis mars 2019 sur la question des convergences. Nous continuons et nous sommes arrivés à ces journées de réflexion du mois d'août 2021. C'est ça. Et donc, pour vous, il faut considérer les différences comme une force et non comme un handicap à vivre ensemble. Il faut considérer d'abord les différences et non les contrastes. Oui. Les contrastes créent des oppositions, des antagonismes, alors que les différences créent des richesses. Si nous ne sommes pas différents, nous n'apportons rien les uns aux autres. Et donc, c'est bâtir sur ces différences comme un enrichissement. Mais sur des valeurs communes, j'insiste sur les valeurs communes parce qu'on peut accepter de collaborer avec quelqu'un jusqu'à la limite des valeurs auxquelles on ne peut pas renoncer. Voilà. Dites-moi, est-ce que vous pouvez nous dire nous citer certaines de ces valeurs communes-là auxquelles vous faites allusion? Bon, d'abord, la première valeur, c'est l'acceptation de l'autre. Oui. Comme pouvant avoir une autre opinion, un autre point de vue, absolument, d'autres choix, etc. Oui. Ensuite, la justice, parce que nous sommes tous des égaux, la justice, l'équité, donc au plan socio-économique, la vérité au plan éthique, tout ce qui permet à la communauté de ne pas se diviser. Oui. Finalement, la justice, l'équité, la vérité, l'honnêteté, la loyauté, l'intégrité, c'est pour que les gens ne se divisent pas. Que certains ne s'accaparent pas les biens, que ce soit par l'injustice ou la corruption, et que tous puissent profiter des richesses qui ont été données à tous. Oui. Voilà. Bien. Alors, généralement, vous êtes dans la société civile, généralement, les pouvoirs en place accusent les organisations de la société civile d'être proches de l'opposition ou d'être des succursales des partis de l'opposition. Pourquoi, à votre sens, les choses sont-elles ainsi et comment est-il possible à ces organisations d'échapper à ces accusations? D'abord, est-ce que ces accusations sont justifiées? Voilà.
Je voudrais retourner jusqu'à la conférence nationale. Nous étions dans un système autocratique et donc à la fin de la conférence nationale, moi ce que j'ai observé au bout de 8 semaines, c'est que la conférence nationale s'est tenue avec des milliers d'associations qui sont issues de la société civile. La lutte avant la conférence nationale s'est faite avec beaucoup d'associations. Mais au moment où il a fallu se mettre en place pour une transition, les gens se sont rangés derrière des partis politiques. Parce que, à cette époque, peut-être pensait-on que les choix politiques devaient être faits par les partis politiques qui devaient mettre en œuvre une politique, etc. Et c'est là ce qui a été un des échecs de la conférence nationale, c'est que la société civile a un peu renoncé à son rôle. Donc ça, c'est la première explication de la position faible, relativement faible de la société civile au Togo. Oui. Maintenant, le proverbe dit « Qui veut noyer son chien l'accuse de rage ». La société civile, finalement, c'est tous les citoyens qui se regroupent de divers points de vue, que le travail, la culture, les loisirs, etc. Donc ces citoyens, c'est une force. C'est une force. Et on essaie donc de dire que ce sont des satellites de tel ou tel parti, etc. Et du coup, on les affaiblit puisqu'on a dit aussi aux gens que la société civile ne devait pas s'occuper de politique. Là aussi, c'est faux. La politique, c'est notre vie quotidienne, c'est notre vivre ensemble, c'est nos choix communs, etc. Dans la société civile, il y a des associations qui ne cherchent pas le pouvoir politique, ne veulent pas exercer le pouvoir politique, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas de politique. Tout est politique puisque tout est vivre ensemble. Oui. Donc c'est des erreurs qu'on instille dans le discours officiel pour tromper les gens. Et du coup, on paralyse beaucoup de personnes de la société civile, beaucoup de citoyens. Madame Kochi, ces dernières années, vous vous êtes illustrée et toujours au sein de la société civile, au sein du mouvement Force Vive Espérance pour le Togo, dont vous êtes aussi un membre fondateur. À quel besoin répondait la création de ce mouvement et pourquoi avez-vous décidé d'y investir une fois encore votre temps, votre énergie, votre expérience et tout ce qu'on veut? Nous étions arrivés à un moment au Togo où il fallait que les citoyens se rendent compte qu'ils devaient participer plus, faire leur part dans les choix communs. Et pour faire leur part, il fallait s'asseoir, réfléchir entre divers organismes de la société civile et faire des propositions pour que les choses avancent. C'est dans ce sens que le mouvement des forces, vous avez vu, c'est un mouvement, c'est des regroupements avec divers mouvements qui se sont regroupés pour faire des propositions pour qu'on avance. Et c'est justement après août 2017 quand il y avait eu les manifestations oui. Et tout, et surtout dans le cadre de la médiation oui. de la CEDEAO. Bon, nous avons fait des propositions et tout, c'est ça les explications d'Espérance pour le voilà, voilà. Et le mouvement justement se fait plutôt discret ces derniers temps. Votre combat est-il terminé? Et comme on le dit vulgairement chez les sportifs, on a l'impression que vous avez séché vos maillots. Non, mais les cartes ont été brouillées au Togo après les élections de février 2020. C'est 2020, oui. Après les élections de 2020, il y a eu... Comment je vais expliquer cela? La part des différents acteurs n'était plus très, très claire. Oui. Les élections ont dominé le paysage togolais et il fallait que les gens se déterminent pour tel ou pour tel. Or, le mouvement Espérance n'est pas ce type de mouvement qui choisit tel bord ou tel bord. Les membres individuellement peuvent choisir ce qu'ils veulent, mais l'ensemble des mouvements ne peut pas prendre parti pour tel ou tel. Donc, nous nous sommes mis en retrait en attendant que s'éclaircisse la situation nationale. Ce n'est pas que nous avons, je ne sais pas comment vous avez dit, séché nos maillots, nous nous sommes mis en retrait. Parce que faire? Dès que vous dites un mot, tel dit, vous êtes pour tel, vous êtes pour tel, vous êtes... Et c'est ça que nous ne voulons pas. C'est ça que nous ne voulons pas. Tout individu dans une association
de citoyen peut à un moment donné prendre une position, mais pas le rassemblement des mouvements. Voilà. Je l'effleurais à l'entame de cette émission. Le duo que vous formez avec un autre universitaire, M. Roger Folikoué, publie régulièrement dans les journaux de la place une chronique intitulée Cité au quotidien. Alors, quel est l'objectif que vous poursuivez à travers cette initiative? Et quel retour avez-vous sur ces chroniques de la part de ceux qui vous suivent? Depuis le début du rameau de C, depuis 1995, nous avons toujours eu des publications avec des difficultés diverses. Vous savez que la liberté d'expression reçoit quelques égratignures, mais nous avons toujours eu une publication qui s'interroge sur la vie du citoyen, la vie quotidienne, la vie sociale, la vie politique, la vie culturelle, religieuse, etc. Qui s'interroge, qui pose les problèmes parce que les citoyens ne doivent pas être en retrait de leur propre vie. C'était ce qui se passait un peu tout juste après la sortie du régime autocratique. Donc nous avions d'abord une publication papier que nous faisions vivre et qui interrogeait les gens et qui poussait les citoyens à se rendre compte que c'est à eux de construire la société qu'ils désirent. Donc avec les années, sont arrivés les moyens de communication sociale, les réseaux sociaux, etc. Le paysage médiatique n'était plus exactement le même. Et donc nous sommes allés vers des tribunes qui ont plus, pour le moment, plus d'audience qu'une publication papier. Et c'est pour ça que nous publions chaque semaine, nous essayons d'éveiller les citoyens aux problèmes qui se posent, mais à les prendre du point de vue du citoyen. Et non pas de la façon dont on peut le leur dicter de ce côté ou d'un autre côté, mais du point de vue du citoyen. En nous disant aussi qu'il y a une catégorie de personnes dans toute société qui doit jouer un rôle de veille. Et ce sont ceux qu'on appelle les intellectuels. Ils doivent jouer un rôle de veille parce que c'est à eux d'éclairer les citoyens sur les divers problèmes qui se posent, sur les difficultés, etc., sur les nœuds qu'il y a pour que les citoyens choisissent en connaissance de cause. Et c'est ce rôle que nous essayons de jouer. Alors, je m'en vais tout de suite préciser que ce n'est pas parce qu'on a un diplôme universitaire qu'on est un intellectuel. Voilà, c'était vraiment bien de le préciser. Mais est-ce que c'est pas un peu élitiste? C'est que c'est justement, on dirait que votre formation influe sur les choix que vous faites pour communiquer juste des chroniques. Les chroniques, là, c'est aussi pour les autres intellectuels, les gens en tout cas d'un certain niveau, pour vous comprendre. Vous voyez, chacun fait sa part. Oui. Nous avons une certaine formation. Nous parlons français, nous parlons notre langue, mais nous avons été formés en français pour faire des analyses en français d'un certain niveau. Donc, il appartient à ceux qui reçoivent maintenant cet éclairage de traduire, non pas dans les langues, mais de traduire d'une autre manière ce que nous disons dans leur entourage. Et c'est ça qui est important. Quand on fait une tribune, ce n'est pas pour toucher tout le monde, c'est pour toucher ceux qui peuvent comprendre, de façon à ce qu'eux aussi, ça puisse se transférer de groupe social en groupe social. Et c'est là où je vais vous attaquer, vous, ceux de la presse, les médias et tout, qui aimaient bien que nous parlions, mais qui ne reprennent pas ça sous d'autres formes pour que l'auditeur moyen, qui peut-être ne parle pas français, qui peut-être est préoccupé d'autres choses, les associations féminines pourraient reprendre les associations de travailleurs et tout, mais nous continuons avec espérance parce que de toute façon, cela a un écho. Oui. Nous espérons aussi quel retour vous avez justement par rapport à ça? Bon, beaucoup de gens suivent, lisent, mais comme vous le savez, au Togo, on lit, on vous dit en cachette, continuez, mais personne ne viendra sur vos médias dire « Ah, mais moi, j'aime bien telle chose, j'aimerais faire la même chose et tout ». Mais nous attendons toujours que ça se fasse aussi, que d'autres se lèvent pour le faire, qu'il y ait une relève et qu'il y ait une traduction et que ça pénètre dans
toutes les les couches. différentes couches Voilà. sociales. Et toujours en compagnie de l'universitaire Roger Folikwe, vous avez aussi publié un ouvrage dont le titre est Penseurs dans la cité. Alors, je sais que c'est difficile, mais pourriez-vous de façon succincte nous dire ce qu'il faut en retenir? En fait, cet ouvrage, quand nous avons écrit, ça fait plus de 2 ans et demi que nous écrivons. Et donc, un certain nombre de lecteurs nous ont demandé de faire une compilation de ces chroniques. Et nous en avons choisi à peu près 80 que nous avons compilées dans l'ouvrage qui s'appelle Penseurs dans la cité. Donc, ce sont les chroniques quotidiennes qui sont compilées parce que les gens avaient envie de les garder puisque on les publie et comme vous le savez maintenant avec les réseaux sociaux, vous publiez en ligne, ça disparaît après. Oui. Donc, nous avons compilé dans un ouvrage qui s'appelle Penseurs dans la cité. Alors, le service citoyen, il se dit que vous ne vous ménagez pas dès lors qu'il y a des causes sociales à défendre. Alors, qu'est-ce qui explique votre engagement citoyen? Pourquoi vous préoccupez-vous tant pour des causes que vos admirateurs qualifient d'intérêt général, donc pour les autres? C'est au nom justement de ces valeurs dont je dis qu'elles sont incontournables à un moment donné. Moi, ce n'est pas commencé avec le rameau de GC. Moi, depuis que je suis étudiante, j'étais à la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, donc dans les années 70. Et après, vous en avez parlé, vous avez parlé de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Oui. Je suis membre fondateur, mais je ne suis plus membre. Je dois vous dire ça. Okay. Je dois préciser ça. Et dans cette suite, la conférence nationale... Vous allez continuer, mais pourquoi vous n'êtes plus membre de la Ligue togolaise des droits de l'homme? Vous ne vous reconnaissez plus dans ce qui se fait là ou bien bon, vous avez laissé la place à d'autres nouvelles générations? Bon, j'ai laissé la place. Je ne trouvais plus ma place dans ce... puisque au moment où on a créé la Ligue togolaise des droits de l'homme, il n'y avait pas d'association privée de droits de l'homme. Oui. Il n'y avait que la CNDH et c'était une première que des citoyens puissent prendre la parole au nom des droits de l'homme. Ça a évolué et donc maintenant on peut créer une association de droits de l'homme. Donc le combat était... Un premier pas était fait et donc il fallait continuer dans d'autres directions. Voilà, vous avez ouvert le sillon. Alors maintenant, revenons à la question. Pourquoi cet engagement-là, citoyen? Pourquoi les causes des autres, voilà. Ce n'est pas les causes des autres. D'abord, je suis de ce continent, de ce pays, et je ne peux pas vivre en paix si les gens n'ont pas le minimum de bien-être. Oui. S'ils ne se sentent pas bien dans leur société, s'ils ne peuvent pas vivre ensemble dans leur société, et s'il y a beaucoup de pauvres, en plus, si on est en danger, si on n'a pas des libertés, etc., ça ne peut pas me laisser en paix. Je suis toujours étonnée qu'on s'étonne qu'on continue. Quand on a des valeurs, on y croit jusqu'au bout. Et c'est vrai que j'ai un âge certain, mais ce n'est pas parce que on a un certain âge qu'on abandonne les valeurs auxquelles on croit. À chaque âge, on donne ce qu'on peut. Et je ne peux pas renoncer à cet engagement tant qu'on n'est pas arrivé à cette société du rameau de GC. On n'y est pas. On n'y est pas du tout, mais il y a des germes, mais on n'y est pas. Voilà. Et jusqu'au bout. Alors, vous arrive-t-il de vous dire, et peut-être que quand vous n'êtes pas comprise, ou quand vous recevez des coups, parce qu'à mon avis, c'est inévitable quand on s'engage pour ces causes-là, vous arrive-t-il de vous dire, bon, mais pourquoi tout ça là? Est-ce qu'il ne serait pas bon que moi aussi j'aille rester dans mon coin pour me reposer un peu? Je suis un être humain comme tous les autres, on peut avoir des doutes. Les coups de ceux qui ne sont pas d'accord, ce n'est pas cela qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est ceux avec qui on pense le faire, les citoyens et tout, et qui ne comprennent pas. Parfois, c'est un peu difficile de supporter cela. Mais il faut aussi qu'on le comprenne parce que les gens sont habitués d'abord à s'aligner derrière les hommes politiques, à recevoir leur opinion de ces hommes politiques et ils ne comprennent pas toujours quand on leur demande de faire leur part, ce qui demande une certaine exigence. Par exemple, je vais donner un exemple commun, banal, qu'on voit tout le temps. Vous allez dans une banque et on vous dit, asseyez-vous et vous faites la queue des heures et des heures. Oui. Et personne ne dit rien. Personne ne dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de guichets à la fin du mois? Personne ne dit rien. Et tout le monde se laisse faire. Mais qui va dire aux banques, respectez votre client, oui,
mettez plus de guichets à la fin du mois et, enfin, je ne sais pas, et tout le monde s'assoit à attendre là-bas. Il y a des jours, par exemple, on dit il n'y a pas de connexion. Vous pouvez attendre 4 heures, 5 heures pour aller prendre votre salaire. Vous perdez une demi-journée, mais pourquoi personne ne dit rien? Et quand on dit ces choses-là, il faut habituer les gens à prendre leur part dans le combat pour que les citoyens se sentent bien. Les gens sont habitués à recevoir. Même quand on parle aux jeunes, ils demandent qu'est-ce qu'on doit faire. Souvent, je leur réponds, je ne sais pas. Chacun doit réfléchir là où il est, là d'où il vient, là où il veut aller, à ce qu'il doit faire pour que ça aille mieux. Faisons d'abord ça et je crois que ça ira mieux. Yeah. Et c'est donc de ces personnes-là que moi, je suis souvent un peu déçu. Oui. Mais bon, j'espère toujours. Le combat continue. Voilà. Alors peut-être que je ne suis pas dans le secret des dieux. On ne vous connaît, du moins publiquement, aucune attache politique. Mais à travers votre engagement citoyen, il est évident que vous êtes impliqué dans la lutte pour la démocratie au Togo. Pourquoi est-ce que vous ne vous engagez pas politiquement? Une femme instruite et aux convictions chevillées au corps comme vous, il y a certainement sa place, non, en politique? Mais je suis à la place que j'aime. C'est-à-dire dans le combat citoyen. Je ne désire pas le pouvoir être, je ne sais pas ce que vous voulez que je sois. Être, oui, le combat aussi peut se faire. Oui. Le combat peut aussi se faire dans un parti politique. Et surtout au Togo où on a besoin de femmes quand même d'un certain niveau pour. On a besoin de femmes aussi dans le combat citoyen. Et je regrette, mais ce n'est pas toujours parce qu'on prend un poste politique qu'on a du pouvoir. Hein. Parfois, on a des illusions. J'ai entendu des gens me dire, mais si vous étiez ministre, oui. Dans un gouvernement, on doit vivre la solidarité gouvernementale. Et vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez, etc. Oui, mais ce n'est pas mon choix. Mon choix n'est pas la quête du pouvoir politique. Mon choix est que le citoyen prenne sa part et qu'il soit associé aux décisions qui le concernent lui. Et qu'est-ce qui ne concerne pas le citoyen dans la société où il vit? Oui. Je crois que c'est ça qui m'intéresse. Voilà, quand vous voyez comment la politique se fait, ici au Togo ou ailleurs, et surtout au Togo, quand vous voyez comment la politique se fait, et quand vous voyez ce que vous voyez, ce qui ne marche pas et tout ça là, est-ce que ça ne vous donne pas envie d'aller, comme justement vous pouvez intervenir dans une banque, aller intervenir là, dans ce milieu-là pour écouter? Voilà, il faut que les choses se passent comme ceci ou comme cela, pour que le citoyen puisse y trouver son compte. Oui, est-ce que parfois vous n'avez pas le sentiment d'être impuissante car vous ne pouvez pas agir sur le plan politique, sur le terrain politique directement? Ce n'est pas dans un parti politique qu'on agit le plus directement. La preuve, on est en panne et il y a plein de partis politiques. Mais moi, ce que j'ai envie de faire souvent et que je fais quand c'est possible, c'est de dire aux hommes politiques, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'il n'y a aucun pays qui peut se passer des hommes politiques. Il faut bien qu'il y ait des gens au poste politique. Oui. Il faut bien qu'il y ait des gens qui fassent le combat au niveau de la quête du pouvoir politique. Mais en même temps aussi, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Il faut qu'ils le fassent avec les citoyens, pour les citoyens. Donc, il faut qu'ils se mettent aussi au travail. Et c'est ça que j'ai envie de dire, plutôt que d'aller prendre le pouvoir pour faire quoi d'ailleurs? Voilà, je ne sais pas. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez été membre du présidium de la conférence nationale dont les travaux ont été clôturés le 28 août 1991. Il y a donc 30 ans de cela, et c'est 30 ans de cela comme le rameau de GC. Alors, quand vous jetez un regard rétrospectif sur la marche du Togo depuis toutes ces années, est-ce que vous vous dites que bien, le Togo a fait quand même du chemin ou bien vous dites quel gâchis? Je ne dis pas quel gâchis. Je ne peux pas dire quel gâchis parce que d'abord, des gens ont donné leur vie. Les gens ont donné leur vie et ils n'ont pas donné leur vie pour rien. Il y en a qui sont morts, il y a des gens qui ont combattu tout le temps, etc. Il y a des gens qui ont perdu leur fortune, leur travail, etc. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont sacrifiés au nom de ce changement social qu'on voulait. Donc ce n'est pas quel gâchis. Mais il faut qu'on le reconnaisse, nous ne sommes pas arrivés au modèle de fonctionnement politique qu'on pourrait désirer. Nous ne sommes pas arrivés là. Ce n'est pas un gâchis, c'est parce que les forces de résistance sont vraiment gigantesques. Les intérêts qui sont protégés sont très forts. Je crois que c'est plutôt ce que je me dis et qu'il faut trouver, à chaque fois, il faut trouver de nouvelles stratégies pour combattre
ses intérêts, ses forces de résistance. Oui, alors, quelle est votre appréciation aujourd'hui de la vie politique au Togo? Et quand vous regardez comment les choses se passent, qu'est-ce que vous dites? Puisque vous avez parlé de la fin du régime autocratique. Alors, on est entré dans une nouvelle ère. Et quelle est votre appréciation aujourd'hui? Est-ce que, justement, je voudrais savoir, est-ce que vous estimez qu'on a fait quand même des progrès, mais qu'il reste encore des choses à faire? Ce que je vais dire, on était dans un régime autocratique, ouvertement autocratique. Avec 1990, discours de la Baule et tout, la communauté dite internationale a poussé à ce qu'on ne soit pas trop ouvertement autocratique comme ça. Parce que justement, les populations commençaient à bouger avec les conférences nationales et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a habillé les régimes autocratiques de semblants de démocratie, et particulièrement avec des élections. On a cru que faire des élections suffisait pour qu'on passe pour des démocraties. Et là, nous sommes arrivés encore au bout du schéma où on se rend compte qu'il ne suffit pas de faire des élections. Il faut que les élections apportent le changement. Et là, on a fait des élections, je ne sais pas combien, une dizaine, je pense qu'on a fait depuis 2005, non? Je crois que ça fait à peu près une dizaine. Et dans le quotidien du citoyen togolais, il n'y a pas grand changement. Bien. Et nous allons parler justement d'un sujet, ce que les gens appellent le recul de la démocratie en Afrique. Alors, en Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Bazogo, 119 ans, en est à sa 42e année au pouvoir. Au Cameroun, Paul Biya, 88 ans, dont 38 au pouvoir, effectue son 8e mandat. Et Denis Sassou Nguesso du Congo, 117 ans, cumule 36 ans au pouvoir. À Djibouti, le président Omar Guelleh, au pouvoir depuis 22 ans, en est à son 5e mandat, etc. En 2020, justement, le rameau de GC avait fait le constat de ce qu'il avait appelé un recul démocratique. Et quels sont les cours de ce recul démocratique en Afrique, Madame Kouachi? D'abord, j'ai aimé que vous donniez l'âge de ces personnes. Sur un continent aussi jeune, où plus du quart de la population a moins de 25 ans, c'est un scandale de voir à la tête des États des gens qui sont au-delà de 75 ans, de 80 ans. Donc il y a des générations entières qui ont attendu et qui n'ont pas pu mettre tout leur enthousiasme, mettre leurs compétences et tout au service du pays, d'un pays, du continent. C'est scandaleux quand même. Maintenant, le recul démocratique, j'ai commencé à en parler, j'ai parlé du fait qu'on a cru que des élections pouvaient résoudre le problème. Oui. Et le système électoral a été, disons, instrumentalisé, galvaudé à tel point qu'on fait des élections sans fin et on arrive toujours au même résultat. Et c'est toujours les mêmes qui restent. Vous avez cité tous les vieux qui restent avec des élections. Et ces dernières années, comme les populations commencent à bouger, on a commencé à toucher à ce qui constitue même ce qu'on avait gagné dans les conférences nationales, c'est-à-dire des constitutions démocratiques. On a commencé à y toucher pour que restent en place je ne sais pas comment, je vais dire ces dinosaures, mais si les dinosaures au moins s'occupaient de la population, si les gens étaient moins pauvres, si les systèmes sociaux, santé, école, on est arrivé à un point où la plus grande partie de la richesse est captée par un certain nombre, la plus grande partie de la population vit dans la pauvreté, avec des systèmes éducatifs, des systèmes scolaires qui sont dans un état vraiment de délabrement. Et en plus, maintenant, on commence à brader les richesses nationales, les forêts, les terres et tout, à des bandits, je vais dire des bandits qui viennent acheter sur le dos des populations africaines. C'est vraiment ça le recul de la démocratie. Mais le recul de la démocratie, c'est aussi le fait que les citoyens laissent tomber. Quand vous posez la question à un citoyen maintenant, il dit plus rien ne changera. Donc je ne ferai plus rien. Mais qui va faire ? Oui. Justement, quelle est la responsabilité
des oppositions dans ce recul-là. Et justement, dans cet état d'esprit des citoyens qui disent, écoutez, bon, nous, on est fatigués. Est-ce que les opposants aussi n'ont pas une responsabilité, une part de responsabilité dans cette histoire, dans cette situation? Bon, dans ce qu'on appelle les oppositions, il y a différentes catégories de personnes. Oui. Il y a des personnes qui cherchent à prendre le pouvoir dans un esprit de pousse-toi de là que je m'y mette. Oui. C'est-à-dire, moi aussi, je vais bouffer un peu, toi, tu as assez bouffé, et c'est à mon tour. Donc ça aussi, les gens ont vu finalement. Il y a eu des changements de personnes sans qu'il n'y ait des changements de système. Oui. Et ça, c'est très, très décevant parce qu'on a mobilisé les populations. Des gens ont donné d'eux-mêmes et se sont retrouvés avec le même système, avec la même pauvreté. Maintenant, il y a aussi une opposition qui manque de la formation qu'il faudrait pour que le changement social advienne. Oui. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de suivre des hommes. On a pris l'habitude de suivre des hommes. Ça vient de notre culture, ça vient aussi du régime autocratique. On suit des personnes. On ne suit pas des idéologies. Par exemple, quand il y a des élections, on ne voit pas quel est le programme de la personne. Qu'est-ce qu'elle veut faire? On dit, il est de mon village, et on suit la personne. Et ça, c'est aussi des oppositions qui sont fondées sur des personnes. Et on remarque un fonctionnement très personnalisé dans ces groupes aussi. Ça ne peut pas permettre le changement parce que ça fonctionne finalement à peu près sur les mêmes bases que les régimes autocratiques, avec peut-être la différence qu'il n'y a pas de problèmes de corruption, etc. Mais il y a des problèmes de personnes qui pèsent trop lourd et qui ne sont pas prêtes à laisser d'autres aussi s'exprimer et d'autres prendre la place. Donc, il y a toute une culture. On va tout à l'heure aborder la culture démocratique. Alors, une certaine opinion disait à l'époque que l'Afrique n'était pas mûre pour la démocratie. Est-ce que les faits ne donnent pas raison à ces gens-là, finalement, quand on voit un peu ce qui se passe sur le continent? Non, puisque les populations désirent, les populations savent ce qu'elles veulent. Elles veulent la justice, elles veulent l'équité, elles veulent le partage. Donc, elles sont mûres pour la démocratie. Elles veulent pouvoir donner leur opinion. Elles veulent débattre librement et tout. Donc, elles sont mûres pour la démocratie. Maintenant, ceux qui profitaient du système non démocratique ne sont pas mûrs pour laisser tomber. Parce que les intérêts sont trop importants. Voilà. Parmi les conditions à réunir pour une démocratisation réussie, et certains citent la culture démocratique, vous avez commencé tout à l'heure à en parler un peu. Alors, que faut-il justement entendre par culture démocratique et pourquoi est-elle considérée comme l'un des préalables à un processus de démocratisation abouti? J'ai commencé à le dire un peu parce que j'ai dit que le citoyen devait comprendre que ce qu'il advient de lui-même, de sa vie et tout, dépend de lui. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de l'école, celui que je connais le mieux. L'école qui est là actuellement, aucun citoyen ne peut dire c'est notre école. À quel moment on a consulté les citoyens sur les contenus qu'on voudrait donner à nos enfants, sur les langues qu'on voudrait qu'ils parlent à l'école, sur le type, le profil de personnes qu'on veut sortir. On n'est pas consulté. Et ça vient de... Il y a des contenus qui viennent de l'extérieur, etc. Et tout. Et les citoyens ne disent rien. Le système est mis en place comme ça et l'école fonctionne dans des administrations, dans les ministères et tout, avec des choix et tout. Or, avant que l'école ne donne satisfaction, il faut qu'elle devienne notre école, qu'elle soit l'émanation de notre propre culture. Et c'est en ça que la culture démocratique fait comprendre aux citoyens que c'est à lui de dire voilà l'école que je veux, voilà le système de santé qui me conviendrait. Non pas, par exemple, non pas un système de santé où on forme des spécialistes de très haut niveau pendant qu'on peut encore mourir de la rougeole et du palu, etc. Oui. Donc voilà un certain nombre
de choses qui font que le citoyen il doit s'exprimer sur le quotidien, sur les choix sociopolitiques, etc., sur les choix économiques. Il y a la question du franc CFA, etc. Le citoyen, qu'est-ce qu'il sait de cela? Il doit être informé et il doit pouvoir choisir. Voilà une part de la culture démocratique. Le citoyen doit savoir ce qu'on fait des biens du pays. Le budget, par exemple. Quel citoyen comprend le budget? Voilà un certain nombre d'éléments de la culture démocratique du point de vue du citoyen. Maintenant, quand on cherche le pouvoir, il faut aussi suivre certaines règles. Mais avant cela, je vais parler par exemple de l'administration. Oui. L'administration, on doit suivre certaines règles dans l'administration. Par exemple, si on vous demande de suivre la voie hiérarchique de bas en haut, il faut suivre aussi la voie hiérarchique de haut en bas. Il faut passer par tous les échelons. Il ne faut pas donner des ordres en haut pour celui qui est tout à fait en bas, etc., etc. Il y a toute une culture qu'il faut avoir. Et dans ça, il y a aussi la culture de la redevabilité. Il faut rendre des comptes. Il faut évaluer. Il faut qu'on puisse évaluer ce que chacun fait à sa place et que cette personne rende compte et qu'elle rende compte devant les responsables et sinon devant la justice. Voilà tout ce qu'il y a dans la culture démocratique dont tous doivent se pénétrer à différents niveaux de notre société. Alors, quand vous regardez un peu comment fonctionnent nos pays, et quelle note vous la donnerez sur le plan de la culture démocratique? Je donnerais peut mieux faire. Voilà, ça c'est pas une note, mais c'est une appréciation. Voilà. On peut mieux faire, on pourrait mieux faire, non pas parce qu'on ne fait pas bien, parce que si on nous laissait un peu plus de place, on ferait bien mieux. Voilà. On ferait bien mieux. Bien. Et comme nous parlons de recul de la démocratie en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, avec le retour d'un coup d'État militaire, nous allons, dans cet élan, dire un mot de la nouvelle donne en Guinée où le président Alpha Condé a été renversé par les militaires. Le rappel des faits avec Nani Vidjirakou. L'actualité internationale de cette semaine est marquée par le coup d'État orchestré par les forces spéciales de l'armée guinéenne avec le renversement et l'arrestation du président Alpha Condé dimanche. Le putsch est dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, commandant des forces spéciales. Il suspend du coup la constitution et crée un comité national pour le rassemblement et le développement CNRD dont il est le chef. Colonel Mamadi Doumbouya, chef des putschistes. Uniquement permettre aux Guinéens de vivre ensemble et de jouir de tous les bénéfices de ces pays-là ensemble. C'est ça notre objectif. Nous ne venons pas pour blaguer avec le pouvoir, nous ne venons pas jouer. Nous allons apprendre de tous les erreurs qu'on a fait, nos anciens, et tous ensemble, toute l'armée guinéenne, des erreurs jusqu'à qu'on a créées, nous allons nous donner la main pour aider le pays, pour construire notre pays. Parce que le président avec nous, il est dans un lieu sûr, il n'y a aucun problème, il a déjà vu un médecin, il n'y a pas de souci. Nos éléments tiennent la présidence, on tient tout qu'on a créé, et on est avec toutes les forces de défense et de sécurité pour enfin mettre fin au mal guinéen. Ce coup d'État a été accueilli dans une liesse populaire par des Guinéens qui ont envahi les rues de Conakry aux côtés des militaires pour célébrer la liberté retrouvée. Même satisfaction chez le principal opposant à Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo. C'est la victoire de la jeunesse guinéenne en général. Vraiment, nous sommes très très contents. Nous disons bravo, chapeau à l'armée guinéenne et aux forces spéciales. Donc c'est la jeunesse qui a gagné. Aujourd'hui, on est libre. Aujourd'hui, on est libre, c'est la jeunesse guinéenne qui est libre. Les femmes, les sages, tout le monde est libre. Chacun favorablement cette intention. Je pense qu'elle va se traduire par des consultations qui permettront de mettre en place justement un gouvernement d'union nationale pour conduire la transition. Je ne connais pas le colonel Doumbouya, je ne sais pas. Les gens disent qu'il a une bonne formation militaire, tout au moins. Et je pense que s'il a pris le risque de faire un coup d'État contre Alpha Condé, c'est qu'il est animé de bonnes intentions. Moi, je suis là, je suis prêt à contribuer à mettre en place une transition crédible, capable justement d'organiser des élections libres et transparentes, des élections équitables pour que le peuple guinéen puisse choisir ses dirigeants aussi bien au niveau législatif que présidentiel et même au niveau local. Puisque pendant le règne d'Alpha Condé, il n'y a pas eu d'élection, il n'y a eu que des mascarades et parfois des hold-up flagrants. Pour ajouter à l'euphorie du moment, les militaires putschistes ont fait libérer des dizaines de prisonniers politiques. L'acte posé par les forces spéciales de l'armée guinéenne a suscité des réactions de par le monde. Le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, a condamné ce coup d'État mené par le colonel Mamadi Doumbouya et demandé la libération immédiate du président Alpha Condé. Même position pour l'Union africaine et la CEDEAO. La CEDEAO qui est allée plus loin en suspendant la Guinée de ses instances. Voilà, l'Union africaine aussi a suivi donc la CEDEAO en suspendant la Guinée de ses instances. Alors, Madame Kochi, avez-vous été surprise par ce coup d'État qui est arrivé en Guinée à un moment où la tension qui régnait dans le pays avait pratiquement disparu? Bon, je n'ai pas été surprise parce que dire que la tension a disparu, je pense que c'est beaucoup s'avancer. Les Guinéens ont beaucoup souffert sous le régime Alpha Condé. Il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de problèmes avec Alpha Condé. Donc là, ce n'est pas parce que la tension est tombée chez lui, parce qu'il a pu se faire élire, que les gens vivaient mieux. Donc ce n'est pas surprenant qu'il y ait eu un coup d'État militaire. Oui. Voilà, et un professeur de droit sénégalais, Mounirou Sy, a eu cette formule. Tant qu'il y aura des coups d'État constitutionnels, il y aura des coups d'État militaires. Alors, comprenez-vous cette réflexion? Oui, je comprends bien. C'est-à-dire que personne ne désire les coups d'État militaires. Vous savez que le Togo, en 1963, a été un des pays qui a ouvert cette série de coups d'État militaires en Afrique, et on a vu que ce n'était pas toujours la solution. Mais quand la population demande quelque chose, quand la population veut qu'on s'occupe d'elle, quand on ne le fait pas, et que ça signifie que la population dit, vous qui êtes au pouvoir maintenant, ce que vous faites, ça ne nous satisfait pas. Donnez-nous les moyens qu'un autre vienne faire ses preuves. Et qu'on va toucher aux constitutions pour rester, là, il y a un coup d'État institutionnel, puisque les institutions ne sont plus les garants de la démocratie, du modèle qu'on avait mis en place. Et tant qu'il y aura ces façons de triturer les textes, de ne pas les respecter et tout, il n'y aura pas d'autre moyen que une autre force pour dire non, ne faisons plus ça. Je ne pense pas que les populations désirent avant tout les coups d'État militaires, mais elles en ont assez. Alors, certains analystes affirment que le contexte sous-régional est propice à ces changements par la force. Est-ce que les accommodements de la CEDEAO avec les militaires maliens et lors de leur deuxième coup d'État, le soutien à la prise de pouvoir par les militaires à la suite du décès du président Déby au Tchad par des pays de la CEDEAO, même par la France, toutes ces contorsions, est-ce que toutes ces contorsions ne contribuent pas à banaliser les coups d'État et donc à inciter les militaires à l'action? Je crois il y a des différences à faire. Oui. D'abord, pour ce qui est du Mali, je ne sais pas si vous vous rappelez le nombre de semaines de manifestations qu'il y a eu demandant à Ibeka de quitter le pouvoir. Et pendant que les gens manifestaient et souffraient, la CEDEAO a soutenu non pas les populations, mais le président Ibeka. Ça, c'est un premier schéma. Oui. Et donc, une fois qu'on a soutenu cette personne, la CEDEAO ne pouvait plus se dédire après et dire... mais elle n'a pas pu résister à la pression populaire et elle a dû accepter à contre-gré, apparemment, le régime, ce qui fait qu'il y a eu des soubresauts avec Assimi Goïta, etc. C'est difficile. Jusqu'à présent, c'est difficile. Pour ce qui est de la mort d'Idriss Déby... Je voudrais justement qu'on reste encore sur le cas du Mali. C'est-à-dire que quand le gouvernement de transition, le premier gouvernement de transition a été mis en place, et quand il y a eu un changement, quand le président et le premier ministre ont changé le gouvernement, ont remanié le gouvernement, ont formé un nouveau gouvernement, le colonel, c'est encore une fois, il a mis fin à tout ça, il les a renvoyés. Et justement, on s'attendait à une fermeté de la part de la CEDEAO, mais il n'y a pas eu ça. Oui, est-ce que la population s'est soulevée contre ça? Parce que chaque fois qu'on réfléchit en Afrique, on laisse de côté les millions de gens qui sont concernés au quotidien par ce qui se passe et on fait des choses un peu théoriques. Quand il est intervenu une seconde fois, qu'est-ce que les populations ont dit? Elles ne se sont pas soulevées. Donc la CEDEAO ne pouvait pas. Comment, au nom de quoi elle allait imposer aux Maliens de ne pas imposer quelque chose aux Maliens? C'est ça le fond de la gêne de la CEDEAO. Maintenant, le cas du Tchad.
le cas du Tchad est différent. Le président Idriss Déby est mort. Logiquement, la constitution tchadienne prévoit ce qu'on doit faire dans ces cas-là. Oui. Est-ce cela qu'on a fait? Non. Donc, il y a un coup d'État institutionnel que la CEDEAO a tout de suite soutenu. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne suis pas à la CEDEAO. Donc là, ça fait une contradiction flagrante. Oui. Au nom du protocole de 2001, on disait on ne doit plus faire de coup d'État. Un président meurt. Normalement, ça arrive. Quelle que soit la raison de sa mort, la Constitution dit ce qu'il faut faire. Donc là, la CEDEAO devait dire clairement suivons la Constitution tchadienne et remplaçons le président Idriss Déby. Oui. Ça n'a pas été le Ça cas. n'a pas Et c'est pour ça que je été demande est-ce que ce n'est pas une incitation et lancer aux militaires à passer à l'action Oui, chaque fois puisque ce n'est pas une incitation militaire. C'est dire aux populations vos institutions ne valent rien. Voilà. La CEDEAO ne respecte pas vos institutions. Bien. La prise du pouvoir par le colonel Mamadi Doumbouya a été commentée par la plupart des journaux parus cette semaine au Togo. Voici de façon très sommaire ce que les confrères ont proposé à leurs lecteurs. Coup d'État militaire écrit sobrement le triangle des enjeux. Coup d'État démocratique, oui, démocratique en Afrique. Un peuple, un rêve, une solution, lit-on à la une du confrère La Manchette. Allant de son commentaire, le journal du Togo clame que Alpha Condé est déposé quand le bâtisseur a les mots suivants: Alpha Condé est tombé. Et l'expression la chute d'un tigre en carton. Cachant mal sa jubilation, Fraternité se fend du titre suivant: l'oméga et l'alpha, un N-mandaire de moins. Un N-mandaire de moins. Voilà, c'est un jeu de mots certainement. Même état d'esprit. C'est le correcteur qui parle d'un satrape de moins sur le continent quand l'alternative déplore de son côté ce qu'il appelle une triste et humiliante fin de parcours de l'autocrate Alpha Condé. Fin de citation. Pour Liberté, la chute de l'apprenti dictateur, c'est une citation, Alpha Condé, renversé par son armée, provoque un vent de panique dans les palais. Cela susciterait, d'après Chronique de la semaine, une grosse déception pour ses disciples togolais. Analysant la chute de l'homme fort de la Guinée jusqu'au matin du 5 septembre, la Lanterne estime que Alpha Condé est l'artisan de sa propre chute et ajoute que la CEDEAO et l'Union européenne doivent revoir leurs observations électorales et dire la vérité. Alpha Condé, victime de ses propres turpitudes, renchérit Canal D. Et pour la dépêche, cette chute est le prix de l'entêtement politique, ce qui a pour conséquence, ajoute le confrère, avec une pointe d'humour, de laisser la chaise du troisième mandat vide. Pour sa part, s'intéressant au sort des détenus politiques, Dounia informe ses lecteurs que les poustistes guinéens s'engagent à les libérer, ce qui fut fait et qui explique ce titre dans les colonnes de la Nouvelle Tribune. Plusieurs dizaines d'opposants libérés. S'improvisant conseillers des militaires qui se sont emparés du pouvoir en Guinée, le dialogue leur demande un gouvernement de large union, dit-il, pour éviter le pire. Abordant cette chute de Condé, le perroquet pose la question suivante. Les coups d'État, ultime solution pour régler le problème du troisième mandat. Pendant ce temps, le libéral fait le constat suivant. La communauté internationale désormais impuissante face au coup d'État en Afrique. Si Forum de la semaine a choisi de mettre en exergue la visioconférence tenue par Florian Singbe et ses pairs de la CEDEAO, très préoccupés, et selon Forum de la semaine, par la situation en Guinée, Nouvelle Opinion préfère insister sur les menaces de sanctions que la CEDEAO pourrait prendre à l'encontre des militaires ghanéens. Paru donc après le sommet virtuel des chefs d'État de la CEDEAO, Temps Nouveau affiche ce titre. La CEDEAO sanctionne la Guinée, ce qui n'empêche pas le lieutenant-colonel Doumbouya d'avancer, nous dit Flambeau des démocrates. Et qui est donc Mamadi Doumbouya? Telle est la question à laquelle Atopani a tenté de donner une réponse dans ses colonnes. Enfin, pour des guardianes, je cite, « Quand les loups déposent le fou, le peuple très content doit rester vigilant ». Alors, Madame Kouachi, certains commencent à s'interroger sur les opposants qui arrivent au pouvoir et dont justement le comportement au pouvoir intrigue. On cite le cas d'Abdoulaye Wade, aujourd'hui Alpha Condé, et finalement on ne sait plus à qui faire confiance. Bon, j'en avais parlé tout à l'heure en disant que, bon, quand il y a opposition, peut-être il y a des gens qui pensent à pousse-toi de là que je m'y mette et qui peuvent avoir le même comportement. Ensuite,
le pouvoir politique en Afrique, surtout le pouvoir présidentiel, est immense. Et ça peut donner une certaine ivresse aux gens. Oui. Parce qu'on décide de tout. On décide de tout. Puisque le président est l'homme à qui on se réfère en tout, pour tous les secteurs, etc. Il faut que ce président ait une certaine force pour remettre les choses en place, pour dire en éducation, consulter tel spécialiste, en santé, consulter, et qu'il écoute et qu'il puisse faire. Mais si on ne fait pas attention, on est vite rendu ivre par le pouvoir que vous donne le fonctionnement de nos pays à l'heure actuelle. Alors, dans l'une de vos chroniques intitulée « Émotions et sentiments en politique », le duo que vous formez avec Roger Folikwe a fustigé les postures, ce que vous avez appelé les postures d'hypocrisie, et appelé à remettre la dignité humaine au cœur des relations entre les États et dans les institutions internationales. Alors, n'avez-vous pas le sentiment justement que la CEDEAO, l'Union africaine et même l'ONU viennent une fois encore de vous donner raison à travers leur condamnation du coup d'État en Guinée, alors qu'elles auraient pu faire davantage pour prévenir cette situation? Je vais laisser de côté l'ONU et je vais prendre l'UA et la CEDEAO. La CEDEAO se défend de ne pas être ce qu'elle est effectivement, un club de chefs d'État qui se soutenaient mutuellement pour rester au pouvoir. Vous avez vu à la dernière visioconférence, déjà les clivages se font voir. Il y en a qui ne peuvent plus accepter qu'au nom d'une solidarité entre des chefs d'État mal élus, qu'on puisse laisser tomber les peuples. Donc, mais ce dont je voulais parler, c'est que si la CEDEAO avait réagi sans hypocrisie, si la CEDEAO fonctionnait comme la CEDEAO des peuples, l'ONU n'allait pas dire la même chose que la CEDEAO. Si vous-même, vous êtes content de ce qui vous arrive, pourquoi les autres vont-ils se... Il faut que les Africains eux-mêmes, notre position à Roger Folikwe et moi, c'est toujours de dire commençons par nous-mêmes. Si nous-mêmes, nous faisons le ménage entre nous, si la discussion à la visioconférence donnait des résultats, si la CEDEAO changeait de style et que ça ne soit pas la CEDEAO club de chefs d'État, mais la CEDEAO des peuples, je crois que l'ONU, l'Union européenne, etc., auraient du respect pour ces institutions et tiendraient mieux compte du point de vue de ces institutions. Alors voici ce qu'il faut encore retenir du reste de l'actualité internationale de cette semaine hors du Togo. Nous retrouvons Anani Vidrakou. Sur le continent, l'actualité cette semaine, c'est aussi la victoire de l'opposant du centre-droit Carlos Villanova à la présidentielle de dimanche à Sao Tomé et Principe. Selon les résultats provisoires publiés lundi par la commission électorale, Carlos Villanova a été élu avec 57,54% des voix contre 42,46% des suffrages pour Guilherme Pousser da Costa du mouvement pour la libération de Sao Tomé et Principe. Les résultats définitifs sont attendus au plus tard la semaine prochaine. Les Marocains ont été appelés aux urnes mercredi pour les élections législatives et locales dans le pays. Selon les résultats provisoires, le parti islamiste modéré PJD, à la tête du gouvernement marocain depuis une décennie, a subi une déroute spectaculaire. De 125 sièges, le PJD chute à 12. Et un résultat provisoire qui n'étonne pas certains Marocains. Les tendances, ça ne me surprend pas parce que c'était relativement prévisible. Mais le taux de d'effondrement du PJD qui me surprend. Le pouvoir use. Et puis, ils ont choisi des hommes qui sont très dociles, qui sont amorphes, qui n'ont pas de squelette. Le peuple a peut-être compris que c'est peut-être la fin de cette ère. Ce qui manque principalement, c'est de répondre d'une manière un peu directe aux besoins du peuple et non pas esquiver à chaque fois. Et les 10 ans du mandat peut-être n'ont pas suffi, malheureusement. Par contre, 10 ans, c'est-à-dire sur une durée, c'est une grande durée, donc c'est une longue durée. Du coup, on aurait préféré que les résultats soient plus rayonnants, si on veut dire.
Et puis, le peuple gambien s'apprête aussi pour une élection présidentielle en décembre prochain. À 3 mois de cette échéance, le parti au pouvoir d'Adama Barrow a signé une alliance dimanche avec celui de l'ancien dictateur Yahya Jammeh. Une alliance qui amplifie le doute sur la volonté des autorités actuelles de la Gambie à poursuivre l'ex-dirigeant pour des violations présumées des droits de l'homme. Une manœuvre politique selon la Sénégambienne Fatou Diane Senghor, défenseur des droits humains et de la liberté d'expression. Le président Barrow n'a pas de base politique parce qu'il était le candidat indépendant de l'unité. Pour avoir l'alliance avec ce parti de Jammeh, il faut faire des compromissions et c'est ce qu'il a essayé de faire. Ça veut dire pour qu'il le soutienne, ce parti, il a fallu lui aussi qu'il fasse des promesses, mais le président ne peut pas promettre l'impunité. Pour rappel, l'ancien président gambien Yahya Jammeh vit en exil depuis 5 ans en Guinée équatoriale. Voilà, une question sur le dernier élément de ce rappel-là. En Gambie, Adama Barrow a décidé de s'allier avec le parti de Yahya Jammeh dans la perspective de la présidentielle de décembre prochain en Gambie. Alors, peut-on dire définitivement qu'en politique, il n'y a aucune éthique, aucune morale qui tienne? Non, le problème, c'est de quelle politique s'agit-il? En fait, pour être élu, il faut que des gens soient satisfaits soit de votre programme, soit de ce que vous avez réalisé. Donc, il a renversé Yahya Jammeh. Qu'a-t-il fait entre-temps pour avoir la base qu'il lui faut pour être élu? Apparemment, je ne sais pas, je ne veux pas me prononcer sur ce qui se passe en Gambie. Oui. Il n'a pas fait assez pour avoir suffisamment d'électeurs pour être élu. Bon, il devait, à partir de là, reconnaître que peut-être et aller aux élections et les perdre sans problème. Mais on ne perd pas les élections en Afrique. Rarement, enfin, dans les pays... c'est un pays anglophone quand même, mais bon, on ne perd pas les élections. À ce moment-là, il a été obligé d'aller faire une alliance contre nature et contre les gens qui l'ont amené au pouvoir, contre ce Yahya Jammeh, pour être lui et ses hommes élus. Ils sont prêts à des alliances contre nature. On voit ça souvent en Afrique. Bien. Alors aujourd'hui, les Américains se souviennent donc des attentats de New York. Cela s'est passé il y a 20 ans et avec des milliers de morts. Alors, quel souvenir vous avez de ces attentats qui ont fait entrer le terrorisme dans une nouvelle dimension, une dimension encore plus violente, inimaginable? D'abord, je me rappelle que j'ai été tellement surprise que je me suis demandé si c'était vrai. Oui. Parce que vu du Togo, c'était incroyable que la sécurité américaine puisse être mise en question comme ça. Et franchement, j'ai d'abord été surprise. Mais pour revenir au 11 septembre, je voudrais d'abord dire qu'il y a eu des milliers de morts. Oui. Et que il faut qu'on évoque la mémoire de ces personnes qui sont mortes comme, on dirait, comme par hasard, parce qu'elles étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui. Et elles ont payé pour ceux qui, eux, n'ont rien subi. Et quand on égrène les noms des milliers de morts à Ground Zero, je rêve au jour où on le fera au Togo aussi, où des milliers de personnes sont tombées pour que le changement social, pour que la démocratie advienne. Je rêve de ce jour. Non, des milliers, c'est quand même un peu exagéré, non? Depuis les années 70, vous croyez qu'on n'a pas eu des milliers de morts? On a eu des milliers de morts. Maintenant, pour en revenir au 11 septembre, tout à l'heure, nous avons parlé pourquoi une telle haine? On dit le terrorisme grandit et tout. Mais les gens ne deviennent pas haineux comme ça. C'est parce qu'il y a quelque chose qui crée la haine. Oui. L'injustice notamment, le sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice, le sentiment d'une certaine arrogance des Occidentaux qui pensent avoir toutes les solutions à tout et tout imposer au reste du monde. Je ne dis pas que les terroristes ont raison, mais parfois, il faut peut-être traiter les gens d'une autre manière. Et ça crée la haine. On a créé la haine. On ne peut pas faire ça. Regardez l'Afghanistan et l'Irak. Ces interventions malheureuses, la Libye, ces interventions malheureuses de l'Occident qui ont fait tant de mal à ces pays. Vous croyez qu'il n'y a pas des haines qui sont restées au cœur des gens?
même si nous allons au Mali, n'y a-t-il pas des haines qui sont restées dans les cœurs des gens? C'est ça. La haine ne peut que créer la haine. Oui. On parle de terrorisme comme s'il était né comme ça. Il n'est pas né d'une religion. Oui. Il est né de frustration, de pauvreté, d'humiliation, etc. Il n'est pas né d'une religion. Bien. Place à présent à l'actualité nationale, le rappel des principaux événements qui l'ont marqué avec Hervé Essay. Les députés de la 6e législature sont de retour à l'hémicycle après 2 mois d'intercession. La 2e session ordinaire de l'année, dite budgétaire, s'est ouverte ce mardi en présence des membres du gouvernement et du corps diplomatique. À l'agenda de la session, l'examen de plusieurs projets de loi. Ibrahima Memounatou, 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Au titre de cette session, des commissions permanentes ont déjà déposé les rapports d'études de 13 projets de loi. La conférence des présidents, en accord avec le bureau, établira un calendrier d'examen en plénière. Par ailleurs, 10 projets de loi ont été affectés à des commissions pour examen dont nous attendons les rapports. Les préfets, maires, leaders religieux et chefs traditionnels s'engagent à poursuivre la sensibilisation pour amener les populations à respecter les mesures barrières et à se faire vacciner contre la pandémie de la Covid-19. Mercredi au siège de la primature à Lomé, en présence du Premier ministre Victor Toméga-Dobé, ces acteurs impliqués ont marqué leur adhésion aux mesures qui seront prises par le gouvernement pour le bien de tous. Professeur Ekwebi Didier, président du conseil scientifique. La situation actuelle sur le plan épidémiologique, elle est grave. Elle est d'une extrême gravité parce que nous avons actuellement la saturation de toutes les structures de santé. Et nous sommes obligés maintenant d'aller vers le tri des patients. Donc ce que nous avons proposé ou bien changé, c'est des approches de solutions. Des mesures les plus fortes aux mesures générales pour pouvoir contrôler très vite cette situation qui devient un peu alarmante. 48 heures après cette rencontre, le gouvernement, via un communiqué en date du 9 septembre 2021, décide de fermer les lieux de culte sur toute l'étendue du territoire national pour une durée d'1 mois et le passeport sanitaire sera désormais exigé à l'entrée des édifices publics. Le gouvernement togolais en conseil des ministres jeudi à Lomé sous la présidence du chef de l'État a donné suite aux propositions faites par les acteurs politiques du pouvoir et de l'opposition dans le cadre de la concertation nationale des acteurs politiques CNAP. Des propositions relatives au code électoral, à la décentralisation, aux libertés de réunion et de manifestation pacifique et publique. Christian Trémois, ministre des Droits de l'Homme. Les horaires de manifestation. Avant, on pouvait manifester de 6h du matin à 22h. Dans le contexte de sécurité, on ne pouvait pas laisser une plage horaire aussi élargie, et notamment tout ce qui concerne les manifestations de nuit. Donc il avait été proposé à l'époque de les ramener de 11h à 18h. Un certain nombre d'acteurs ont fait des observations que le gouvernement a entendues. Le cadre de concertation également a fait des propositions et aujourd'hui les horaires ont été revus conformément aux souhaits des uns et des autres. Autre sujet évoqué, la rentrée scolaire 2021-2022. Elle se déroulera en 2 phases, une rentrée pédagogique et une rentrée académique. Les raisons de ce report avec le professeur Akoda Iwadan, porte-parole du gouvernement. La plupart des dispositions prises seront reconduites et renforcées. Il s'agit notamment du double flux, de la mise à disposition de dispositifs de lave-mains, de construction de salles de classe, d'octroi de la prime de gratification aux enseignants fonctionnaires, afin de s'assurer d'un bon déroulement de la rentrée scolaire. Suite à la pression exercée par le collectif des syndicats de la santé à travers un sitting, la semaine passée, le gouvernement et ses partenaires sociaux s'étaient réunis mardi à Lomé en session spéciale du Conseil national du dialogue social CNDS. La situation prévalant non seulement dans le secteur de la santé, mais aussi celle de l'éducation à quelques jours de la rentrée scolaire 2021-2022 était au centre des échanges. Le CNDS a également saisi cette occasion pour plancher sur la question des allocations de départ à la retraite. Gilbert Bahara, ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Le gouvernement a annoncé que la proclamation des résultats du dernier concours de recrutement du personnel médical paramédical interviendra au cours de cette semaine sur la base des 688 postes qui avaient été ouverts. Le ministre de la Santé a informé la session spéciale du CNDS sur le projet d'acquisition et de mise en place des scanners, notamment dans les centres hospitaliers universitaires. Le gouvernement déplore un certain nombre d'agissements et de comportements qui traduisent le non-respect des règles déontologiques et d'éthique de la part de certains enseignants. Madame Kouassi, le gouvernement vient de renouer avec les mesures restrictives dans la lutte contre la Covid-19. Alors, la chrétienne que vous êtes ne pourra pas aller à la messe demain. Alors, comprenez-vous ces mesures et plus généralement, quelle est votre appréciation de la gestion que fait le gouvernement de la crise liée à la Covid-19 ?
Bon, il y aurait beaucoup à dire dessus. Je vais juste me restreindre à ce qui se passe maintenant. Bon, c'est les gens les plus organisés Bon, c'est facile de dire aux gens organisés, fermez vos églises. Mais les marchés, comment on fait? Et pendant qu'on fait rentrer les enfants, alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Moi, toutes ces contradictions, je crois qu'on pourrait mettre le doigt dessus et dire... Et si on est obligé d'être dans ces contradictions, c'est parce que le pendant économique de la crise sanitaire n'a jamais été correctement mis en place. Mais ce sur quoi je voudrais mettre l'accent ici maintenant, c'est toujours ce manque d'anticipation qu'on remarque dans les mesures qu'on prend. Le variant Delta, il vient d'où? Si ce variant Delta devait faire du mal ici, il y a longtemps qu'il est sorti, pourquoi arrive-t-il au mois d'août-septembre au Togo? C'est parce que il y a, et ça, nous tous, il y a des vacanciers. Ce sont des gens de nos familles, ce sont nos amis. Nous avons été heureux de les voir. C'était prévisible que beaucoup de gens rentreraient. On n'a pas anticipé cela en expliquant aux familles qui reçoivent, aux gens qui viennent, quel comportement adopter pour éviter les contaminations. On a fait des tracasseries aux frontières, c'est vrai. Il y a un système de gestion des tests, je ne veux pas m'avancer, mais qui pose problème du point de vue de l'intégrité, de l'honnêteté. Et donc, il fallait anticiper que probablement le variant Delta allait venir avec les vacanciers. On n'a pas de flux commercial si important que le variant. Donc, c'est le flux des vacances. On aurait pu anticiper, préparer les gens, leur dire, quand vous venez, observez au moins une semaine On n'a rien dit. Maintenant, on fait les alarmistes et on ferme les lieux de culte, etc. Moi, je trouve que je ne sais pas pourquoi on fait ça. Est-ce que ce sont des solutions? Est-ce que ce sont des vraies solutions? Est-ce que c'est ça qu'on veut, le vrai problème qu'on veut résoudre? On ne peut pas fermer les marchés. Hier, on avait dit qu'on fermait les bars. Combien ont été fermés? Les gens doivent bien se nourrir d'une façon ou de l'autre. Je pense qu'il faut prendre les problèmes là où ils sont. Le manque d'anticipation et de prendre la crise par le bon bout. Et la crise sanitaire, mais il y a une crise économique qui est dessous, qui est très importante, oui. Et personne n'en parle. Voilà. Bien, une session spéciale du Conseil national du dialogue social s'est réunie cette semaine. Et parmi les décisions qui ont été prises, moi je voudrais avec vous aborder les allocations de départ à la retraite. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes. Il y a une catégorie après janvier 2020 qui vont recevoir 3 mois de salaire, et les autres, il y aura quelque chose de spécial pour eux. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous Je ne sais même pas, je n'ai même pas écouté, parce qu'en tant que retraité, dans un premier temps, j'ai eu un choc. Après avoir travaillé 36 ans à l'université, il y a un certain nombre d'entre nous qui ont été, je ne sais pas, on s'est senti un peu jetés comme ça, et on n'a jamais pu faire prévaloir nos droits à la retraite à laquelle on s'attendait. Mais pour ne pas vivre dans la frustration, moi j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber en me disant que les gens qui travaillent maintenant, ils doivent mettre ça dans leur combat. Les retraités d'à présent, moi je suis retraité depuis 2015, donc j'ai aucun espoir. Je n'ai jamais eu de... Mais c'est quand même un effort du gouvernement de dire maintenant on va essayer de faire quelque chose pour les retraités, ceux qui partent à la retraite. C'est quand même un effort à saluer, non? Moi je veux voir d'abord ce qui va être fait. Vous savez, par exemple, pour la vie chère, on a donné 1 mois de tranche sociale. Ça c'est une insulte. De même que de donner une année de gratuité, de frais scolaires, après la catastrophe qu'il y a eu en 2008. Ça pourrait être reconduit, on ne sait jamais. Oui, mais la catastrophe qu'a donné la gratuité des frais scolaires aux primaires, tout le monde sait. Ça, d'un coup, non seulement, de toute façon, les parents avaient les frais d'uniforme, ça n'a fait qu'enlever les frais scolaires, mais les écoles ont perdu une partie de leurs revenus et se sont retrouvés démunis sans que les syndicats d'enseignants puissent parler.
Alors maintenant, on refait ça au secondaire et on met une année. Si mon enfant va en seconde et qu'on m'enlève les frais, quand il ira en première, je devrais repayer les frais? Je ne sais pas. C'est vraiment... Merci. Point final donc à Rétro 7 de ce jour qui recevait une universitaire, une enseignante chercheuse à la retraite, une défenseur des droits de l'homme, Maryse Kouachi, que je remercie d'avoir accepté de faire le déplacement des studios de Victoire FM pour partager avec nous ses points de vue sur un certain nombre de sujets liés à l'actualité de cette semaine. Auditrices et auditeurs de la 93.3, je vous remercie également pour avoir été des nôtres. Hervé Essay, Anani Vidirakou et les techniciens du jour se joignent à moi pour vous donner raison, pour donner rendez-vous au samedi prochain, pour vous donner rendez-vous ce samedi prochain, si Dieu nous accorde sa grâce. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.